Bonjour à tous et bienvenue sur le comptoir de la psychologie. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un sujet dont j'avais envie d'aborder quelques éléments depuis quelques temps. Je vais proposer justement 2 épisodes, c'est-à-dire dans un premier temps, là vous allez écouter aujourd'hui la question de l'entrée en analyse, en psychanalyse, donc le commencement. Et après, je pense que je vais proposer un épisode sur la fin de l'analyse. Alors c'est pas du tout un épisode pour convaincre ou faire la promo de la thérapie analytique. D'ailleurs, je pense que si vous refoulez suffisamment, vous n'avez pas forcément besoin d'aller en analyse. Quand je dis refouler, c'est je sais pas si vous pensez que vous êtes avec l'amour de votre vie, que vous vivez une idylle, avec vos parents, que vous avez le job de vos rêves, qu'il n'y a aucune rivalité dans votre fratrie, que vous n'avez jamais de pensées dérangeantes. Eh bien, félicitations à vous, vous avez sûrement un refoulement au top de sa forme. Donc ne prêtez pas attention aux actes manqués, aux lapsus et aux rêves, et surtout ne vous intéressez pas trop à la psychanalyse, il y a trop de risques de malmener votre travail. Parce que oui, la psychanalyse, et je le dis souvent parce que c'est vrai que on peut m'y interroger, c'est-à-dire que ça fonctionne pas trop si on vient en analyse ou si on démarre un travail analytique par simple curiosité. Parce que d'emblée, lors des premières séances, vont être évoquées la question de la souffrance ou de ce qui peut se répéter dans la vie, voire ce qui est de l'ordre de l'incompréhensible. La plupart du temps, on entre en analyse parce que ça gratte, parce qu'on a des symptômes. Alors vous allez voir là dans l'épisode, parfois je parle d'analyse, parfois je parle de psychothérapie ou de psychologue, psychanalyste. Alors moi volontairement, je choisis de parler de l'un ou de l'autre comme parfois faisant office d'un tout, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui se rapprochent, autant parfois je les différencie. Par exemple, je lisais un article la dernière fois sur le point de vue de Ciccone qui est assez intéressant sur la représentation de la psychothérapie et de l'analyse. Alors, je suis pas forcément d'accord sur tout, mais je vous mettrai le titre de l'article dans les notes du podcast. En tout cas, il explique que souvent la psychothérapie, elle est prise pour inférieure à l'analyse. C'est-à-dire qu'être en analyse, ça serait justement le stade un petit peu au-dessus, un petit level up, plus noble, plus accompli. Alors j'ai oublié de préciser, mais bien entendu, quand je parle de psychothérapie, en tout cas moi dans mon référentiel, ce qu'on nomme psychothérapie, c'est à orientation analytique. C'est pour ça que je me permets parfois de parler de psychologue ou de psychanalyste, comme pouvant se rapprocher d'un cadre, d'un référentiel commun, si le psychologue est bien entendu à orientation analytique. En tout cas, la psychanalyse, c'est une méthode pour comprendre, pour rechercher le fonctionnement psychique, et après, c'est mis en application avec un certain cadre. La psychanalyse, elle s'appuie sur un référentiel, des théories, des énoncés sur ce fonctionnement, sur ses processus, sur son développement. Et pour Ciccone, et je le rejoins aussi d'une certaine façon, la distinction, elle se fait principalement autour du cadre spatio-temporel, c'est-à-dire que en analyse, en règle générale, on va être allongé sur un divan, mais aussi il y a le nombre de séances par semaine qui change. Donc pour Ciccone, ça règle directement d'emblée la question de est-ce que des enfants peuvent être en analyse parce que les enfants ne peuvent pas être allongés, c'est donc de la psychothérapie. Pourquoi pas? Par contre, du coup, Ciccone, il exclut toutes les analyses qui se réalisent en face à face, alors que certaines sont quand même nommées comme telles, et d'ailleurs, il y a certaines positions que je peux trouver plutôt intéressantes sur la question de pourquoi à des moments ça peut être une position analytique de ne pas allonger un patient, et comment aussi, suivant le fonctionnement dans lequel est pris le patient, il vaut mieux pas l'allonger même. Enfin bref, on repart sur notre sujet, c'est-à-dire l'entrée en analyse. C'est-à-dire comment ça se passe au préalable. Alors je vais pas refaire tout mon topo sur le transfert, sur le contre-transfert, mais je pense que déjà d'emblée, l'idée c'est que le transfert commence
selon moi, avant même la rencontre au cabinet. Alors peut-être qu'il vaut mieux pas écouter cet épisode si vous hésitez à appeler un analyste ou une analyste, mais peut-être qu'en même temps ça peut être déjà matière à réflexion, ou même vous si vous êtes ou avez été en analyse, ou si vous êtes vous psy, et que vous proposez ce cadre-là. Donc déjà potentiellement par le nom, par le prénom de l'analyste, par son sexe, par son orientation théorique, si vous la connaissez bien sûr. C'est intéressant d'ailleurs la question de l'orientation de l'analyste. On peut l'entendre sur plusieurs sphères. Mais aussi donc l'appel téléphonique, par exemple, est-ce qu'il décroche direct? Est-ce que ça prend plusieurs jours? Quelle voix on entend? Une voix affirmée, une voix de loin, une voix bavarde, chaleureuse? Est-ce qu'on a déjà entendu parler de cet analyste? Par qui? Est-ce que c'est parce qu'on a lu des choses sur lui, et déjà lire quelque chose, c'est déjà orienter forcément sa demande. Si c'est par exemple la psychanalyste de son ami, on peut peut-être avoir envie de rencontrer son idole, si en tout cas cet analyste est perçu comme tel, ou rencontrer l'analyste qui a guéri tous les problèmes de sommeil de notre collègue, par exemple. Donc à partir du moment où on a déjà un nom, déjà qu'on est dans cette quête, dans cette recherche, pour moi les fantasmes peuvent commencer. Et peut-être que c'est déjà des premiers jalons pour l'entrée en analyse. Ensuite vient la rencontre, bien entendu. Alors je passe sur déjà tout ce qui peut se passer en termes de localisation du cabinet, mais aussi est-ce qu'il y a une salle d'attente, est-ce qu'il n'y a pas de salle d'attente, est-ce que ça sent la lavande, ou ça sent que c'est la fin de la journée et qu'il y a eu beaucoup de patients qui sont passés par ce couloir. Est-ce qu'il est à l'heure, en retard? Est-ce qu'on se serre la main, est-ce qu'on ne se serre pas la main? Le cabinet, les lieux, tous les codes que vous allez trouver. Est-ce qu'il boit du café parce qu'il y a sa tasse qui est sur son bureau? Est-ce que c'est le bazar? La liste pourrait être énorme, surtout les petits détails auxquels on peut s'attacher. Et je sais aussi de quoi je parle. Donc dans un premier temps, en tout cas régulièrement pour une analyse ou une psychothérapie bien entendu à orientation analytique, il y a généralement donc les séances, les entretiens, ce qu'on appelle préliminaires. C'est-à-dire que ça constitue un lot de rencontres assez particulières puisque ça va être des temps où vous allez vous présenter d'une façon, ou en tout cas vous tentez de comprendre où est l'analyste, qu'est-ce qu'il pense de vous, qu'est-ce que vous dites, par quoi vous commencez, etc. Alors suivant l'analyste ou suivant son référentiel, c'est plus ou moins énoncé la question de on va prendre le temps pour se rencontrer sur quelques séances. Et si on part du principe que oui, ce sont des temps où justement cette demande, elle va pouvoir commencer à émerger, des temps de rencontre. Ce qui est assez particulier, c'est que justement, il y a cette forme d'étrangeté face à cet autre, à qui on vient dire et adresser déjà des choses, mais étrangeté qui est aussi ressentie du côté de l'analysant, puisque c'est une nouvelle subjectivité qui s'installe dans ce fauteuil, dans ce canapé, avec plein d'informations verbales, infraverbales. Et d'ailleurs, régulièrement, si on a passé plusieurs années en analyse, on se souvient très peu des premières séances, comme si justement le refoulement de ce mouvement assez originaire avait eu lieu. Ce qui est intéressant, c'est que lors de ces premières séances, on peut parfois avoir beaucoup de difficultés à savoir quoi dire, mais parfois on peut aussi parler énormément, presque de façon maniaque, certains sont presque dans une diarrhée verbale, où on veut tout dire, tout vomir, tout expliquer, ça passe très vite, puis parfois c'est une forme aussi d'angoisse, et puis des fois c'est le mutisme, où on peut ne pas savoir par où commencer. Dans tous les cas, on va raconter des bouts de soi, de son histoire, dont, au final, on ne sait rien. Alors je sais que certains ont aussi peur d'être face à un ou une analyste plutôt silencieuse. Je comprends cette crainte, mais ça me semble ne pas être le cas chez la majorité des analystes. C'est-à-dire que c'est assez rare aujourd'hui de rencontrer un analyste qui ne dit pas un mot, qui ouvrirait sa porte en silence et vous le suivrez sans savoir où est-ce qu'il vous emmène, ce qui va se passer.
étonnamment, alors ça c'est mon point de vue aujourd'hui, j'aurais presque tendance à avoir plus peur qu'il y ait l'effet inverse, c'est-à-dire des analystes qui parlent trop. Je pense aujourd'hui la question de se retrouver face à une forme de silence ou d'accueil, sans être dans quelque chose de l'hyperactivité de la rencontre, c'est presque difficile à obtenir. Je trouve que j'entends plus des histoires. Justement, les analystes parlent beaucoup, notamment dans les premières rencontres à plus parler. Alors pourquoi pas, mais je trouve que aussi c'est un vrai travail d'apprendre à se taire. Je suis presque même un peu effarée que beaucoup de psy n'arrivent pas bien à sphinctériser les espaces au sens où ils n'arrivent pas à s'empêcher de donner quelques éléments sur eux ou de rebondir sur quelque chose qui n'appartient peut-être pas forcément au patient ou alors de poser des tas de questions, etc. Voire de rire, enfin... donc je pense que ça dépend de là où on en est, mais je comprends que ça puisse être un petit peu une crainte, cette question du silence. Mais je pense aussi que c'est possible, et j'en suis même convaincue, de trouver quand même un ou une analyste qui peut se positionner dans des premières rencontres où c'est possible de soutenir ce premier discours, donc de l'encourager, de pouvoir le ponctuer, de proposer quelques pistes, d'envelopper un peu, comme une mère là, un peu suffisamment bonne qui vient contenir ces premiers échanges si étrangers, tout en laissant la place à que quelque chose déjà dans les premiers entretiens puisse se développer, puisse un peu plus exister, parce que même si c'est particulier d'être dans un échange asymétrique avec une personne, on n'a pas du tout l'habitude dans la vie courante, il faut pouvoir quand même supporter ça pour qu'émerge la subjectivité. Alors il y a aussi l'idée de comment savoir qu'on est en analyse. Et ça, je trouve que c'est une vraie question, puisque que je trouve pas tant abordée que ça, et pourtant j'entends souvent des personnes qui me disent avoir fait une analyse, alors que pour autant, si on creuse un petit peu le fond, je suis pas sûre que c'était vraiment une analyse. Bon, après, je suis personne pour juger de ça, mais en tout cas, dans le cadre qui est normalement véhiculé par la pensée analytique. Donc, par exemple, on peut se demander, est-ce que voir un ou une psychanalyste régulièrement veut dire qu'on est en analyse ? Est-ce que c'est la fonction de la personne à qui on adresse notre souffrance qui va définir le cadre thérapeutique dans lequel on s'est inscrit? Selon moi, pas forcément. Parce que si vous voulez, sinon on pourrait être en analyse si on est allé une fois tous les 15 jours voir un analyste pendant 2 mois, ou une fois par mois pendant 6 ans. Est-ce qu'on a été en analyse, ou est-ce que si on change d'analyste presque tous les mois, bon, je sais pas si c'est vraiment jouable dans les faits, mais en tout cas on peut pousser la pensée jusque-là. Est-ce qu'on peut dire qu'on a vraiment fait une analyse ? Je ne sais pas. Enfin si, je sais, puisque moi je pense que non. Mais ce n'est que mon point de vue. En tout cas, pour moi, il y a déjà le cadre qui est proposé, encore une fois, par l'orientation analytique, c'est-à-dire, comme je le précisais plus tôt, ce que disait Sicone, c'est-à-dire cadre spatio-temporel, donc le lieu, la possibilité suivant le référentiel, encore une fois, voilà, ça se discute de pouvoir s'allonger sur un divan, mais aussi le nombre de séances. C'est-à-dire qu'en analyse, souvent, on est au minimum à 2 séances par semaine. Et encore, c'est pas ce que les écoles analytiques souvent recommandent. Par exemple, la SPP, qui est la Société psychanalytique de Paris, une analyse, c'est au minimum 3 séances par semaine. Donc bon, il y a déjà le cadre, mais qui encore une fois peut se discuter sous plein d'aspects, mais également le transfert, c'est-à-dire que ce qui pour moi ponctue aussi l'analyse, c'est le moment où, dans cet espace-là, on va pouvoir faire entrer l'analyste dans son fonctionnement psychique, au sens d'adresser des choses, de jouer des choses dans cette scène-là, et que ça va être du matériel pour penser ce qu'on vit. L'analyse également, peut-être aussi, je trouve, pour la différencier, mais dans l'idée d'accentuer le référentiel analytique, qu'on peut rencontrer aussi en psychothérapie d'orientation analytique, mais je trouve que ce qu'il y a d'important aussi, c'est l'idée qu'à un moment donné, la plainte ne va pas prendre toute la place dans l'espace, et qu'on va même pouvoir réfléchir à quelle part on prend dans la misère qui nous arrive, dans toutes les répétitions qu'on vit
dans notre vie. C'est-à-dire que dans l'analyse, il y a la question de l'inconscient, donc des rêves, des actes manqués, des lapsus, mais aussi de comment on active certaines choses, quelle place on prend, et comment on sort aussi de ce scénario où on est victime de notre père, notre mère, notre patron, etc. Et qu'à un moment, on est dans une réflexion qui est un peu à côté, plutôt d'une forme de déversement de la plainte. Voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Il y aurait encore énormément de points à aborder, mais vous savez qu'à chaque fois, je décide toujours de prendre 2-3 exemples ou réflexions que j'ai, je vous les partage, et puis après, vous en faites ce que vous voulez, puisque vous êtes grand et autonome. Donc à vous de faire la suite du travail. On se retrouve très bientôt, du coup, pour d'autres points à aborder, mais plutôt dans la question de la fin de l'analyse. N'hésitez pas à me partager d'ici là des idées, des réflexions, ça sera avec plaisir que je pourrai vous lire. À bientôt, salut!